Intéressons-nous maintenant au code qui va créer la structure des écrans et leur contenu, permettre toutes les règles et fonctionnalités que nous avons identifiées. Parlons structure. La première idée est ici de prévoir 3 pages HTML différentes. Cependant, l'écran de bilan a besoin d'afficher des informations liées à des événements qui ont eu lieu lors de l'écran de jeu. Informations telles que le score et le niveau atteint. Il faudrait donc transférer ces informations de la page HTML de jeu à la page HTML de bilan. Or, dans le cadre de ce MOOC, nous n'avons pas appris à faire cela. Conclusion, l'écran de jeu et l'écran de bilan seront affichés par la même page HTML. Nous ferons disparaître ou apparaître les éléments en fonction de l'écran où nous nous trouvons. Tant qu'à faire, intégrons l'écran d'accueil dans cette structure. Nous faisons donc le choix d'un seul fichier HTML contenant tous les objets, ce qui est pratique du point de vue des fichiers CSS et JavaScript extérieurs. Ils ne seront en effet déclarés qu'une fois. À nouveau, une petite figure est utile. Vous noterez que nous avons un conteneur div, ce pourrait être un conteneur HTML5 section d'ailleurs, pour chaque écran. Le footer commun à chaque écran sera affiché tout le temps. Il nous faut maintenant envisager les choses du point de vue de la programmation en reprenant toutes les règles et fonctionnalités. Imaginons le code JavaScript qui va permettre cela et construisons progressivement sa structure. Pour simplifier le propos, imaginons que l'ensemble de ce code se trouve dans un fichier code.js. Attention, nous sommes toujours dans la partie conception. Il ne s'agit pas ici d'écrire du code, mais d'imaginer les grandes parties de ce code JavaScript, de balayer notamment toutes les règles et fonctionnalités, et pour chacune d'entre elles, de se poser la question de savoir comment on va la mettre en place. Néanmoins, adoptons un principe important. Commençons à donner des noms aux paramètres, variables et fonctions que nous identifions. Quelle est la structure générale de ce code? Je vous propose ici une structure générale adaptée au travail de conception que nous avons déjà commencé et qui doit pouvoir être mise en œuvre pour bon nombre d'animations et de jeux. Dans des cas plus complexes, elle doit pouvoir être utilisée sur des sous-parties. Voici sur un dessin cette structure. La première boîte est le fichier code.js. Une fois que l'ensemble du code sera chargé, événement que l'on sait détecter, par exemple grâce à l'instruction window onload, on lancera une fonction principale d'initialisation. Pourquoi ne pas l'appeler init? On la représente sur notre feuille par une nouvelle boîte. Voyons dans les grandes lignes, avant de détailler plus avant, les tâches dont se charge cette fonction init. D'abord, elle va créer la structure HTML, c'est-à-dire définir tous les éléments potentiels identifiés précédemment, écran par écran. Notons que tout ou partie de ces éléments peuvent être directement définis dans le fichier HTML. Ensuite, elle va définir les données, c'est-à-dire tous les paramètres dont le jeu a besoin et dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Puis, nous initialiserons les variables du jeu. Notons déjà que, comme il sera possible de rejouer, cette opération de réinitialisation des variables sera lancée une seconde fois, d'où l'idée de créer une fonction pour cette opération. Ensuite, il faut installer les gestionnaires qui permettront de mettre en œuvre les fonctionnalités. Enfin, il faut installer le mécanisme par lequel les règles vont pouvoir être mises en œuvre. J'appelle ici ce mécanisme moteur de règles. Tout est prêt, on affiche le premier écran, l'écran d'accueil. En dessous, nous trouverons toutes les fonctions qu'il nous paraît pratique de créer, notamment pour ne pas répéter des parties de code. Ces fonctions seront progressivement identifiées par la suite. Voici pour la structure générale. Nous allons reprendre ces tâches, l'une après l'autre. Créer la structure HTML ne pose pas de problème particulier. Nous savons cibler un élément et modifier son contenu. Bien sûr, si le contenu de ces éléments ne change pas au cours du jeu, comme le titre de l'écran d'accueil ou le contenu du footer, vous pouvez les écrire directement dans le fichier HTML. Pour des raisons de lisibilité, il est possible de créer une fonction supplémentaire pour créer la structure de chaque écran. Attention, au moment du lancement, ces écrans de jeu et de bilan seront masqués. Définir les paramètres du jeu, c'est-à-dire les données non modifiées au cours du jeu, consiste ici à définir par exemple des paramètres tels que la durée de jeu limite,
que l'on notera temps limite, la couleur des bulles à toucher et celle des bulles à éviter, que l'on rassemble dans un tableau que l'on appellera liste couleur, etc. La liste précise de ces paramètres sera construite plus loin. Initialiser les variables n'est pas forcément simple. Comme leur nom l'indique, les variables sont des éléments qui vont changer tout au long du jeu. Les variables vont avoir un rôle important, notamment au niveau des règles et fonctionnalités. Ici, le temps de jeu a son importance, puisqu'elle est limitée, et puisque le niveau courant en dépend directement. On pense également à une variable indiquant l'écran courant, que l'on notera écran courant. Une autre variable pour le score, que l'on notera score. On pense au tableau, qui sera vide au départ et qui contiendra toutes les bulles au fur et à mesure de leur création. On le notera liste bulles. On pense à la vitesse initiale des bulles, que l'on notera vitesse, au nombre initial de vies, que l'on notera nombre vie, etc. La liste précise de ces variables sera construite plus loin au fur et à mesure que nous avancerons dans la conception du jeu. Occupons-nous des gestionnaires pour les fonctionnalités. Les gestionnaires consistent à installer des écouteurs et à définir les fonctions qui vont être lancées lors des événements correspondants. Clique sur un bouton, etc. Qu'en est-il des règles? Installer le mécanisme pour gérer les règles est très simple. Il s'agit d'un simple setInterval associé à une fonction que l'on appelle par exemple règle. Cette fonction règle va tester à intervalles réguliers toutes les règles qui ont été listées, ce qui nous impose de définir comme paramètre l'intervalle en millisecondes entre deux rafraîchissements, que l'on notera intervalle rafraîchissement. Comme nous l'avons vu, ces règles sont des conditions de type si-alors. Dans des animations contenant beaucoup d'écrans, il peut y avoir plusieurs dizaines de règles. Il est donc normal de tester dans cette fonction uniquement les règles de l'écran où le joueur se trouve. C'est la raison d'être de la variable écran courant. Le lancement, enfin, consiste à afficher l'écran d'accueil. Voyons maintenant, écran par écran, sur la base du travail fait précédemment, premièrement, comment installer les éléments constitutifs de chaque écran au moment où il s'affiche. Deuxièmement, comment installer les règles et fonctionnalités qui sont de nature à modifier ces éléments, voire à changer d'écran. Dans la structure du fichier JavaScript, on fait donc ici un focus sur les règles et les fonctionnalités. Intéressons-nous à l'écran d'accueil. Au départ, tous les éléments potentiels s'affichent. Ceci se fait grâce à une fonction affiche-écran-accueil qui affichera seulement l'écran d'accueil. Il n'y a pas de règle pour cet écran. Seule fonctionnalité de cet écran, si l'on clique sur le bouton « Bouton Jeu », alors on passe à l'écran « Jeu ». Pour assurer cette fonctionnalité, on installe un gestionnaire sur le bouton « Bouton Jeu ». Que fait ce gestionnaire? En cas de clic, il affiche l'écran de jeu. Ceci se fait grâce à une fonction affiche écran jeu qui masquera l'écran d'accueil et affichera l'écran de jeu. Intéressons-nous à l'écran de jeu. Au départ, tous les éléments potentiels s'affichent. Le score, le niveau, le nombre de vies, le temps de jeu ainsi que le bloc contenant l'animation. Qu'avons-nous identifié comme règles? Cet écran et ces éléments sont soumis à plusieurs règles et fonctionnalités. Considérons les deux premières. Sans condition, les bulles descendent. Si on déplace la souris, alors la bulle bleue suit le mouvement. Une parenthèse sur cette animation dans laquelle des bulles descendent. Nous avons réalisé une animation similaire à l'aide de la balise Canvas. L'animation fonctionnait grâce à la méthode setInterval qui lançait à intervalles réguliers une fonction de dessin. Quelle était la structure de ce code? Du point de vue HTML, on s'appuyait sur la balise Canvas. Du point de vue JavaScript, on s'appuyait sur les éléments suivants. La méthode setInterval qui lançait à intervalles réguliers la fonction animer, la fonction animer proprement dite, qui s'appuyait sur une fonction générique de dessin des bulles, que l'on renomme ici en dessine bulle. La fonction dessine bulle proprement dite. Pour reproduire cette animation dans le jeu qui nous occupe, il suffit donc de créer le code HTML du canvas au moment de la création des écrans ou plus simplement, comme ce code ne changera pas, dans le HTML lui-même. Enfin, il suffit de lancer la fonction animer à l'intérieur de la fonction règle après avoir vérifié que l'on se trouvait dans l'écran de jeu.
Dans le précédent exercice, la liste des bulles était parfaitement définie. Dans ce jeu, nous choisissons d'avoir un nombre aléatoire de bulles. Une façon de procéder est de partir d'une liste de bulles vides et d'y ajouter de nouvelles bulles au fur et à mesure du déroulement du jeu. Chaque bulle étant elle-même définie par un tableau de valeurs. La fonction animée va donc incrémenter le temps de jeu, à intervalles réguliers créer une nouvelle bulle, ce qui nous impose de définir comme paramètre l'intervalle en millisecondes entre deux créations de bulles. Créer une bulle signifie ajouter un enregistrement à un tableau rassemblant toutes les bulles, appelons-le liste bulle, il sera initialisé dans la fonction d'initialisation des variables. Une nouvelle fonction créeBulle va s'en charger. Cette nouvelle bulle est le plus souvent noire et verte de temps en temps. Ainsi, la fonction animée va, après un certain nombre de bulles noires, créer une bulle verte, ce qui nous impose de définir comme paramètre le nombre de bulles noires après lequel une bulle verte est créée. Nous allons bien entendu pouvoir utiliser la même fonction créeBulle, dont il suffit de passer en argument la couleur de la bulle. Grâce à une boucle sur l'ensemble des bulles contenues dans le tableau, dessiner toutes les bulles contenues à un instant t dans le tableau des bulles. Dans notre travail précédent, la fonction dessineBulle était lancée avec deux arguments, l'identifiant de la bulle et sa vitesse. Ici, la position de la bulle selon x, sa position selon y et son rayon sont aléatoires. Dessiner une bulle particulière, la bulle bleue, précisément à l'endroit du pointeur de la souris. Nous allons bien entendu pouvoir utiliser la même fonction dessineBulle. Afin de pouvoir dessiner cette bulle, nous avons besoin à chaque instant de la position de la souris. Ceci se fait en plaçant un gestionnaire écouteur MouseMove sur le canvas qui lance une fonction position souris, permettant de calculer cette position en X et en Y. Enfin, mettre à jour l'affichage, score, nombre de vies, niveau, temps de jeu. Vous remarquerez que pour l'instant, on dessine également des bulles qui présenteraient un Y supérieur à la hauteur du canvas, et donc non visible. Il vous sera facile de corriger cela si vous le souhaitez. Règle suivante. En cas de choc entre la bulle bleue et une bulle noire, cette dernière disparaît et le nombre de vies est diminué. Comment mettre en œuvre cette règle? Nous pourrions, à la fin de chaque fonction animée, lancer une nouvelle boucle sur les bulles du tableau et tester pour chaque bulle s'il existe collision. Une meilleure façon de procéder, qui allège le processeur, consiste à faire ce test au moment du dessin de la bulle. Si la position de la souris bleue est suffisamment proche d'une autre bulle, à vous de définir ce critère, on considère qu'il existe collision et cette bulle n'est pas dessinée. Comment faire pour qu'elle ne soit plus dessinée lors des rafraîchissements suivants? Eh bien tout simplement en ajoutant un attribut de plus à chaque bulle du tableau des bulles, un booléen qui définit si cette bulle doit être affichée ou pas. Il restera à décrémenter le nombre de vies et à mettre à jour. Règle suivante, en cas de choc entre la bulle bleue et une bulle verte, cette dernière disparaît et le score est augmenté. Comment mettre en œuvre cette règle? De la même façon que la précédente, au sein de la fonction animée, simplement ici c'est le score qui évolue. Règle suivante, au bout d'un certain temps de jeu, le niveau change, la vitesse des bulles augmente. Comment mettre en œuvre cette règle? À nouveau, au sein de la fonction animée, à intervalles réguliers, on fait évoluer la vitesse, ce qui nous impose de définir comme paramètre l'intervalle en millisecondes entre deux changements de niveau et l'incrément de vitesse. Règle suivante, si le temps de jeu dépasse un certain nombre de secondes ou si le nombre de vies est nul, alors on passe à l'écran de bilan et on masque les autres bilans. Comment mettre en œuvre cette règle? Au début de la fonction animée, on teste le temps de jeu par rapport à un temps limite, défini comme paramètre. Si le temps limite est dépassé, on passe à l'écran de bilan. Ceci se fait grâce à une fonction affiche écran bilan qui masquera l'écran de jeu et affichera l'écran de bilan. Une dernière fonctionnalité. Si l'on clique sur le bouton quitter, alors on revient à l'écran d'accueil. Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité,
On installe un gestionnaire de clics sur le bouton « Bouton quitter ». Ce gestionnaire affiche l'écran d'accueil dans les mêmes conditions qu'au début, notamment en masquant les deux autres écrans. Il ne faut pas oublier de réinitialiser les variables du jeu. Le temps de jeu, l'écran courant, le niveau courant, le score, la position de la souris, le tableau de bulles, la vitesse initiale des bulles en pixels par seconde, le nombre initial de vies. Intéressons-nous à l'écran de bilan. Au départ, tous les éléments potentiels s'affichent. Les deux boutons, bouton rejouer et bouton accueil, ainsi que le score obtenu et le niveau atteint. Dans cet écran de bilan, deux fonctionnalités. Si l'on clique sur le bouton rejouer, alors on repasse à l'écran de jeu. Pour assurer cette fonctionnalité, on installe un gestionnaire sur le bouton rejouer. Que fait ce gestionnaire? Il affiche certes l'écran jeu, mais avant il faut s'assurer que les variables sont réinitialisées. On voit ici que l'on peut introduire une fonction réinitialisation qui s'occupe de cette fonctionnalité commune à plusieurs écrans. Si on clique sur le bouton accueil, alors on passe à l'écran d'accueil. Pour assurer cette fonctionnalité, on installe un gestionnaire sur le bouton accueil. Que fait ce gestionnaire? Il affiche certes l'écran d'accueil, mais il faut également réinitialiser les variables. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'étape de conception. Pour l'instant, ce travail est entièrement réalisé au brouillon sur une feuille A3. Je vous propose maintenant de rédiger le cahier de spécification, c'est-à-dire un document textuel qui possède la structure présentée précédemment et dans lequel vous pourrez insérer plusieurs scans des figures que vous avez dessinées. Si j'ai détaillé ce processus consistant à balayer les écrans, les règles et les fonctionnalités jusqu'au bout, c'est pour tenter de vous montrer plusieurs choses. Ce n'est qu'en essayant d'imaginer comment une règle ou une fonctionnalité va être mise en œuvre que l'on peut identifier quelles informations, quels attributs des objets que l'on manipule, ici les niveaux et les bulles, seront nécessaires lors de l'exécution du code. En d'autres termes, quelle structure de données est nécessaire pour l'exécution. Ça et là, différents choix sont possibles. Certaines options peuvent se révéler difficiles à gérer. Ça et là, des écueils surgissent qu'il faut contourner. Vous avez vu comment les variables et le tableau des bulles ont évolué tout au long de la conception et vous comprenez qu'il est plus facile de faire ce travail d'adaptation en phase de conception à l'aide d'un crayon et d'une gomme qu'en phase de développement où une partie importante du code a déjà été écrite au moment où l'on se confronte à un problème. Vous avez vu comment, en prenant en compte les règles et fonctionnalités l'une après l'autre, telles qu'on les a identifiées initialement, les algorithmes, notamment celui de la descente des bulles, évoluent. Toutes les variables importantes, à ce stade, portent déjà un nom. Bien évidemment, certaines choses peuvent avoir été oubliées, dont on va se rendre compte lors de la première tentative d'exécution du code. Ce dont je suis convaincu, après de nombreuses années de développement de projets plus ou moins importants, c'est que plus vous pousserez loin ce travail d'analyse, susceptible régulièrement de modifier la structure de données initiale, plus vous irez vite dans votre développement et plus vous réduirez les risques de mauvaises surprises en découvrant, après avoir écrit la presque totalité du code, un élément qui le remet complètement en cause. Une dernière chose dans ces spécifications techniques détaillées, l'architecture de fichier. L'architecture de fichier est ici très simple, elle se résume à un fichier HTML, un dossier style contenant le fichier style.css, un dossier JS contenant le fichier code.js et, si l'on souhaite travailler avec jQuery, le fichier jQuery.js. Enfin, un dossier image contenant l'image affichée dans l'écran d'accueil. Cette partie nous a permis de détailler deux chapitres importants du cahier de spécification. Le cahier des charges fonctionnelles d'un jeu, qui détaille la liste des écrans et leur contenu potentiel, la liste des règles et des fonctionnalités. Les spécifications techniques détaillées, à savoir les données importantes, les éléments généraux, le code, l'architecture de fichier. Dans la prochaine partie, nous allons aborder la phase de développement et examiner rapidement quelques bonnes pratiques.